Je voudrais, mesdames et messieurs, que vous saluiez la mémoire de toutes les Maliennes et Maliens, civils et militaires, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, les amis du Mali qui donnent leur vie, qui ont donné leur vie, qui continuent de donner leur vie tous les jours, pour que notre pays reste debout. Je voudrais particulièrement saluer les agents des forces de défense et de sécurité qui sont sur le front. Même maintenant, il y a des opérations militaires sur le terrain. Même maintenant, tous les jours, dans toutes les régions du Mali, il y a des opérations que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas parce que c'est fait loin des villes aujourd'hui. L'objectif du président de la transition et du gouvernement, c'est que dans quelques mois, nous pacifions l'écrasante majorité de notre territoire et de la population du Mali pour pouvoir aller aux élections. Mesdames et messieurs, depuis le 28 décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 28 janvier 2022, ça fait un mois, les résultats spectaculaires enregistrés par nous, qui est à l'offensive, qui a changé de stratégie, qui est en train aujourd'hui d'amener la peur dans les camps des terroristes, en détruisant des camps, en les saisissant, en neutralisant, en prenant les armes, on fait qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, les citoyens sentent le retour de la paix petit à petit. Nous avons enregistré des résultats spectaculaires plus importants que ceux que nous avons enregistrés pendant les 30 dernières années et pendant les 10 dernières années de lutte contre le terrorisme. En un mois. Toutes les zones où la population vivait sous la peur, les citoyens peuvent témoigner comment est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui. L'armée est à l'offensive. Il y a des Maliens qui tombent, mais tombent pour notre pays. Ceci, on doit dire à leurs familles, à leurs vœux, à leurs enfants, à leurs parents, que la nation n'oubliera jamais leur sacrifice. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette guerre. Au moment où nous engrangeons des résultats exceptionnels, où par exemple, sur 350 000 réfugiés intérieurs et extérieurs, en peu de temps, il y a 50 000 qui sont aujourd'hui retournés chez eux. 50 000. Et nous espérons que dans les mois à venir, l'écrasante majorité des réfugiés et des déplacés internes vont retourner dans leur localité. Parce qu'ils ne devraient pas quitter ces localités. C'est grâce au travail de nos forces armées de sécurité. C'est grâce aux initiatives du président de la transition, du ministre de la Défense, qu'aujourd'hui notre armée est dans des conditions exceptionnelles qui lui permettent d'accomplir sa mission régalienne, historique j'allais dire, pour sécuriser le peuple malien. Je voudrais donc féliciter les femmes. Mesdames et messieurs, il y a un sujet aujourd'hui qui capte l'attention de tout le monde, autour duquel il y a beaucoup de passion. C'est les sanctions de la CEDEAO contre notre pays et de l'UEMOA. Le gouvernement a dit clairement que ces sanctions sont illégales et illégitimes. Elles violent les documents fondateurs, les traités de la CEDEAO, les traités de l'Union monétaire ouest-africaine, les traités qui régissent la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Elles sont illégales et illégitimes. Malgré tout, le gouvernement s'est dit ouvert et appelé le peuple à lui faire confiance. Les sanctions ont été prises le 9 janvier. Le 10 janvier, le président a organisé un conseil des ministres extraordinaire
et a demandé au peuple malien de sortir pour soutenir le gouvernement le 14 janvier, donc en 4 jours. Il y a eu entre 3 700 000 et 4 millions de Maliens dans les rues sur l'ensemble du territoire national. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ceux qui parlent de légitimité, le peuple leur a montré de quel côté se trouve la légitimité. Aucun président n'a jamais mobilisé plus de 2 millions d'électeurs au Mali, en tout cas. Jamais pendant 30 ans que nous faisons les élections. Pourtant, il y a des présidents qui font 5 ans. La campagne présidentielle fait 3 semaines. Beaucoup d'argent est injecté dans la campagne. Les campagnes politiques. Mais on n'a jamais mobilisé, aucun président n'a mobilisé plus de 2 millions d'électeurs. Le président Ngouta a lancé un appel. En 4 jours, près de 4 millions de Maliens sont sortis pour soutenir le gouvernement de transition. Ce n'est pas par hasard, parce que les Maliens sentent que ce gouvernement est à leur service. Ce que je voudrais dire très clairement à la communauté internationale, c'est que le gouvernement du Mali est ouvert. Vous avez dans cette bataille politique un certain nombre d'acteurs. Vous avez le gouvernement, vous avez la CEDEAO et l'Union africaine, vous avez l'Union européenne, l'ONU, vous avez la France. Je voudrais m'arrêter pour dire 2 mots sur le rôle de chacun des acteurs dans cette crise, pour que les Maliens comprennent exactement que veut leur gouvernement et que les amis du Mali aussi comprennent quelle est notre philosophie. Le gouvernement, je l'ai dit, joue son rôle. Il travaille à sécuriser les Maliens. Le gouvernement a organisé les assises nationales de la refondation, où les citoyens ont demandé une transition de 6 mois à 10 ans. Je dis bien 10 ans. Seulement, il y a une majorité qui s'est dégagée pour 6 mois à 5 ans. C'est le choix du peuple. C'est cette proposition que le président de la transition a soumise à ses homologues de la CEDEAO pour discussion. Parce que ce que le peuple a décidé, nous ne pouvons pas le changer comme ça. Si c'est à l'issue de discussions avec nos frères que nous arrivons à un chronogramme, nous allons expliquer au peuple malien pourquoi on a fait telle ou telle concession. Mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas faire des concessions, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et rien ne nous fera reculer sur la recherche de la sécurité des Maliens. Avant toute chose. Nous avons nos frères de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je voudrais ici, de façon particulière, saluer la démarche de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est investi pour renouer le dialogue entre le Mali et ses frères de la CEDEAO. Je voudrais aussi dire à la CEDEAO la disponibilité du gouvernement malien à discuter. Parce que pour nous, ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est comme une dispute entre des frères qui, de toutes les façons, doivent finir par se résoudre parce que nous sommes de la même famille. La CEDEAO est née au Mali. C'est important de le dire. La CEDEAO, c'est le fils du Mali. Je donne souvent l'exemple aux diplomates en disant que la CEDEAO et le Mali, c'est comme un fils et son père. Le père vieux de 61 ans est aujourd'hui malade, il est tombé, il est humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main pour l'aider à se lever, pour l'aider à traverser les difficultés et non pas lui imposer des sanctions au moment même où, malgré les difficultés, il engrange des résultats. Il se débat pour s'en sortir. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut lui infliger des sanctions. Et c'est pour cela que nous disons que notre gouvernement reste ouvert pour dialogue.
Et nous espérons qu'avec l'intervention de l'Union africaine, dans les jours à venir, nous allons renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO et la communauté internationale. Vous avez des partenaires comme l'Union européenne qui s'est invitée dans ce débat. Et certains pays de l'Union européenne font comme si c'est leur affaire à eux. Mais ce que je voudrais dire très clairement à nos amis de l'Union européenne, c'est que les temps ont changé. Il faut changer avec le temps. Vous savez, il y avait un moment, au 19e siècle, entre le 15 novembre 1884 et le 28 février 1885, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui a procédé au partage de l'Afrique. On a défini ce qu'on appelait des zones d'influence d'un certain nombre de pays, des sphères d'influence. Ça, c'était au 19e siècle. Il faut tourner cette page. Les temps ont changé. Le Mali est un État indépendant et souverain depuis le 22 septembre 1960, lorsque les pères fondateurs du Congrès historique de l'Union soudanaise RDA ont proclamé l'indépendance de la République du Mali, libre et souverain. Il faut que nos amis de l'Union européenne le comprennent. On ne peut pas régenter ses relations avec le Mali par procuration. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il est regrettable ces derniers moments qu'il y ait des malentendus entre nous et certains partenaires. Le dernier axe c'est entre nous et nos partenaires danois. Heureusement, leur gouvernement a pris ses responsabilités hier et a fait rentrer le contingent qui est venu au Mali dans le cadre de l'opération Takuba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important que je l'explique aux Maliens, aux amis du Mali. Au-delà de la campagne médiatique, comme je dis, le terrorisme médiatique, politique et diplomatique qu'on exerce sur le Mali pour brouiller les cartes. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'opération Takuba, le gouvernement de la République du Mali a écrit une lettre à un certain nombre de pays, dont le Danemark, pour l'inviter à envoyer des soldats aux besoins dans le cadre de la force Takuba. 2019. On est aujourd'hui en 2022, donc ça fait 3 ans. L'invitation a été lancée depuis 2019. Pourquoi tout ce temps? Parce qu'il y a des procédures. C'est comme lorsque vous voulez aller en France ou dans un pays européen. Vous avez besoin d'une invitation. Mais quand vous avez l'invitation, vous ne pouvez pas aller, il faut un visa. C'est ce visa que chaque État doit avoir. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, le gouvernement danois et d'autres ont demandé les visas, c'est-à-dire l'autorisation pour leurs forces spéciales de venir au Mali exercer dans Takuba. Le gouvernement a dit qu'il a des dossiers. La Norvège n'est pas seule. Disons le Danemark, il y a la Norvège, il y a le Portugal, il y a la Hongrie. L'autorisation du gouvernement malien. Mais pourquoi le gouvernement danois envoie ses militaires? Parce qu'il y a un pays qui décide par procuration d'inviter des pays dans le cadre de l'opération Takuba. Nous disons non. Il y a un accord très clair, un protocole additionnel signé entre le Mali et la France en mars 2020 qui détermine le statut des détachements non français qui doivent exercer dans le cadre de Takuba. Ce protocole additionnel dit clairement
qu'il faut l'autorisation du gouvernement malien. C'est ce que j'appelle le visa. Donc la France ne peut pas faire venir un pays sans le visa du Mali. C'est ce qui s'est passé avec nos frères, nos amis danois. Nous avons dit que c'est inacceptable. Il faut nous respecter. La dignité du Mali n'est pas négociable. La souveraineté du Mali, son indépendance ne sont pas négociables. C'est tout ce que nous avons dit. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Mais les Français tombent chez nous. Mais les Africains, les Maliens sont tombés pour libérer la France entre 1940 et 1945. Mais nous ne passons pas le temps à dire que la France nous doit ceci et cela. Des milliers d'Africains ont libéré la France. Pourtant, on a massacré des Africains à Tcharoui en 1945. Qui a fait ça? Pour libérer la France, c'est sûr, en Afrique que De Gaulle s'est appuyé. C'est les colonies françaises d'Afrique qui ont organisé. C'est là que la résistance a été organisée. C'est eux qui nourrissaient, qui produisaient. Mais est-ce que ça donne droit aux Maliens de dire que les Français ne doivent pas exprimer leurs droits? Les Américains ont libéré la France entre 1940 et c'est eux qui ont libéré la France. Mais lorsque les Français ont estimé que ce n'était plus nécessaire, ils leur ont dit de quitter leur territoire. Est-ce que les Américains les ont insultés? Ils ne les ont pas insultés. Ce que nous disons, vous savez, moi je l'ai dit plusieurs fois, il faut que la classe politique française se dise que le monde a changé. Qu'ils n'ont pas à la tête du Mali les dirigeants auxquels ils sont habitués. C'est aussi simple que ça. Vous savez, l'ancien Premier ministre français Pierre Mesmer, qui était gouverneur de l'AOF, c'est lui qui était Premier ministre au moment de la décolonisation. Vous savez ce qu'il a écrit dans ses mémoires? Il dit qu'au moment de l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui exigeaient l'indépendance avec intransigeance. C'est dans ses mémoires. Moi, je pense que les dirigeants français sont dans cette logique jusqu'à présent. Mais les temps ont changé. À la tête du Mali, il n'y a pas des anti-français. Mais ce n'est pas des dirigeants qu'on peut manipuler, qui pensent que leur destin se joue en France. Leur destin se joue dans les mains de Dieu et du peuple. C'est tout. Vous savez, le grand poète et homme d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qu'on ne peut pas traiter d'anti-français, a eu à écrire un jour, en parlant de la France, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui. La France qui dit de suivre la voie du bien, elle dit bien, Senghor dit, la France qui dit bien la voie juste, la voie droite, dis-je, mais elle chemine vers les champs publics. C'est Senghor qui écrit ça. La France qui dit la voie droite, mais elle chemine vers les champs publics. La France qui nous donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. C'est Senghor qui dit. Senghor n'est pas un anti-français. La France qui ouvre la voie triomphale aux héros. Mais c'est cette même France qui méprise les patriotes africains, et notamment les patriotes maliens. Elle méprise les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, parce qu'ils affirment le sentiment général des Maliens. Les Maliens veulent être respectés. Je voudrais ici clairement dire au gouvernement français, à la communauté internationale, aux Africains, que le gouvernement du Mali
chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien, rien d'autre. Ce gouvernement analyse, regarde, observe et tire les conclusions de ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu ici Kadhafi. L'ONU a voté une résolution pour protéger Benghazi, no-fly zone. La France et certains pays ont outrepassé la résolution pour aller l'assassiner. Ils n'avaient pas de mandat pour ça. Nous tirons les leçons de ça. Nous avons l'opération Serval. Quand elle est intervenue, le Mali a demandé un appui aérien et un renseignement. Le Mali n'a pas prévu de soldats français aussi. L'objectif de Serval, c'est le président français d'alors qu'il avait déclaré, François Hollande. 1. Détruire le terrorisme. 2. Assurer la souveraineté et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. 3. Faire adopter les résolutions des Nations Unies. 2013. On est en 2022, 9 ans après. Le terrorisme qui était au nord s'est étendu sur 80% du territoire. Mais on doit tirer les leçons. L'intégrité du territoire malien, l'autorité de l'État n'est pas encore étendue sur l'ensemble du territoire. Mais on doit tirer les leçons. On doit se poser des questions. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, quand notre ambassadeur a découvert à la réunion du Conseil de sécurité une résolution qui devait augmenter le contingent de la MINUSMA, il dit mais mon gouvernement n'est pas au courant. Donc on a rejeté. Ils avaient l'habitude de le faire, mais avec ce gouvernement, ce n'est plus possible. C'est aussi simple que ça. Lorsque la MINUSMA intervenait, les Maliens, on leur avait dit, l'écrasante majorité, on leur avait dit que c'est pour venir aider à libérer le Mali. C'est ce qui a été dit à tous les Maliens. Vous pouvez lire la résolution 2100 d'avril 2013. Combattre le terrorisme. C'était ça l'objectif. Protéger les populations. Poursuivre les terroristes, les éloigner des centres urbains. Mais une fois que la MINUSMA s'est installée, on nous a dit que c'est une force de la paix. Elle n'est pas venue pour combattre le terrorisme. Mais on tire les leçons. Vous avez comme je l'ai dit, nous avons récemment des situations qui nous inquiètent. Vous avez ce qui s'est passé à Bounti. Mais l'ONU a dit que on a bombardé des citoyens civils. Mais la France a dit que c'est des terroristes. Qui dit la vérité? On ne sait pas. Vous avez, à l'issue de ce bras de fer que la France a créé de toutes pièces, un avion militaire français qui vient sur nos territoires, qui éteint son transporteur quand il sait qu'il est identifié. Après, il coupe la radio pour ne pas être en communication avec les troupes de contrôle. Mais s'il n'y a rien à cacher, pourquoi ils le font? Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire, ils débarquent, on ne sait quoi, et ils repartent. Mais on doit tirer les leçons. Des avions survolent des bases militaires. On est en train de faire des bases, nous ne le cachons pas, parce qu'on veut défendre notre pays. Ils viennent survoler, espionner nos bases militaires pendant 2 heures, sans autorisation. On leur demande, mais des avions de la MINUSMA, qu'est-ce que vous venez faire dans cette zone? On dit que c'est l'Élysée qui a demandé, c'est la France. Mais on a dit non. Mais on doit tirer les leçons. Nous avons dit que la MINUSMA ne peut plus organiser des vols sans demander des autorisations. Les couloirs Bamako, Kidal, Bamako, Gao, Bamako, Tessali, c'est ouvert. Mais en dehors de ça, il faut demander des autorisations parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire ailleurs.
Vous avez ce malentendu avec le Danemark. Mais c'est l'entêtement des dirigeants français à vouloir coûte que coûte induire les Danois en erreur. C'est le gouvernement français qui a induit le Danemark en erreur en lui faisant croire le Portugal, la Norvège et la Hongrie peuvent se conformer, mais vous allez venir, il n'y aura rien. Et lorsque nous avons dénoncé, ils sont sortis dire que nous ne disons pas la vérité. Mais quand on a sorti la vérité, ils se sont mis à nous insulter. Vous avez des écarts de langage contre nous, contre notre gouvernement, contre notre peuple. Je pense qu'il est temps que ce message, que les dirigeants français comprennent qu'on n'est plus au temps du colonialisme, ni du néocolonialisme. Il faut traiter les partenaires comme des partenaires. Dans un partenariat respectable, chaque pays trouvera son intérêt. Quand on n'a pas son intérêt dans quelque chose, on ne les fait pas. Tous les États fonctionnent comme ça. Mais on ne peut pas transformer le Mali en un État vassal où les dirigeants sont là à recevoir des injonctions de la France. C'est tout notre problème. On dit de nous respecter. Tout ce que je viens de vous citer, l'Afghanistan, le dernier exemple. La communauté internationale a fait près de 20 ans, mais un jour ils ont décidé de partir. On n'avait pas vu les Afghans s'accrocher aux avions parce qu'ils sont partis les laisser. Donc on veut que nous on reste dans cette situation. Le terrorisme quitte le nord, 80% de nos territoires, on est en train d'exterminer des villages entiers. Les forces internationales sont à 10 km et disent qu'elles ne sont pas venues faire la guerre. On va continuer dans ça jusqu'à un jour on va se réveiller et on va dire que c'est terminé. Et la plupart des dirigeants qui sont à la base de ça, ils vont prendre pour aller parce que la plupart ont 3, 4, 5 nationalités en poche, ils vont partir. Nous, on n'a pas où aller. Le peuple malien n'a pas où aller. Donc, il faut qu'il veille sur l'avenir du pays. Tout ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, à Kidal, les derniers incidents nous ont amenés à dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'à coup de dialogue, de discussion, nous caresser des bons partenaires. Comme il disait que le premier gouvernement de transition en 3 mois a fait plus que ce que Ibeka a fait en 7 ans. Pourtant, c'est le même ministre de la Défense qui était là. Maintenant, ils disent que le gouvernement est mauvais. Parce que le ministre de la Défense ne fait pas ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons réfléchi sur tout ça. Ce qui se passe dans le monde. Et on a la responsabilité de ne pas nous asseoir pour que le réveil soit brutal un jour. C'est aussi simple que ça. Et il faut que les dirigeants français l'intègrent. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Et ils savent analyser les situations, qui savent tirer les conclusions et savent s'assumer. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Tout son problème, c'est ça.